Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. En guise d'introduction, je voudrais revenir rapidement sur une proposition de loi qui a fait couler un peu d'encre ces dernières semaines. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Cette proposition suggère de reverser 60 € au service des urgences qui ne prendrait pas en charge les patients et qui les réadresserait en ambulatoire. Cette proposition a été reçue avec un certain scepticisme de la part d'un certain nombre d'acteurs. Les acteurs du secteur ambulatoire se sont empressés de saluer cette mesure sous réserve de sa réciprocité, c'est-à-dire que chaque patient qui serait vu en ambulatoire et qui ne serait pas soigné mais adressé directement aux urgences permettrait de toucher 60 € pour les médecins généralistes. Je ne vais pas m'attarder longuement sur cette proposition qui nous semble à tous déraisonnable, mais je voudrais revenir sur un point. C'est sur le fait qu'elle fait sens sur le plan économique. Elle fait sens sur le plan économique parce que vous savez qu'un passage aux urgences coûte approximativement 250 € et qu'un passage dans la permanence des soins coûte 60 €. Si un patient se présentant aux urgences est redirigé vers la ville, cela coûte au total 60 plus 60 €, c'est-à-dire même pas la moitié d'un passage aux urgences. Et la conclusion de ce court préambule est de mettre en avant le fait que lorsqu'une proposition déraisonnable fait sens sur le plan économique dans un système donné, c'est que le système dysfonctionne. Et dans ce cas-là, il nous semble qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la proposition, mais qu'il convient de réfléchir à ceux qui dysfonctionnent dans le système, et c'est en ce sens que nous avons essayé avec l'Institut de santé de comprendre les causes de ce dysfonctionnement et surtout de travailler à l'élaboration de propositions. Le groupe qui avait pour mission de rédiger ces propositions était très riche avec des profils très différents. Il y avait des médecins généralistes, mais également des chirurgiens, des médecins d'autres spécialités. Il y avait des acteurs du monde syndical, des acteurs du monde universitaire, des internes, des membres de l'Académie de chirurgie. Et vous connaissez tous le proverbe qui dit « tout seul je vais vite, ensemble on va loin ». Eh bien c'est ensemble que nous avons proposé les propositions suivantes. Tout d'abord concernant les constats. Comme cela vient d'être rappelé, les ordonnances Debré ont structuré l'ensemble du système de soins pendant plus de 50 ans autour de l'hôpital, à la fois pour ce qui concerne le soin, mais également l'enseignement et la recherche. L'ambulatoire, et en particulier la médecine générale, a été le parent pauvre de ces ordonnances, et la médecine générale s'est globalement construite en creux contre l'hyperspécialisation pendant des années. Et le choix de la médecine générale était pendant plus de 50 ans majoritairement un choix par défaut. Vous saviez qu'avant 2004, il y avait l'internat, et lorsque vous échouiez au concours de l'internat, ou lorsque vous ne passiez même pas le concours, vous vous retrouviez médecin généraliste, ce qui est difficile pour se projeter dans un avenir professionnel. Les choix aux ECN, c'est 2004, donc c'est assez récent, les examens nationaux classants, et c'est pour la première fois qu'il a été possible de faire du choix de la médecine générale un choix positif, ce qui symboliquement était extrêmement important. La création de la médecine générale comme une spécialité au sein du Conseil national des universités, c'est avant-hier, c'est 2016. Parallèlement à ce manque de reconnaissance universitaire, les conditions d'exercice se sont également dégradées avec une faible valeur des actes, peu d'investissement dans les innovations et la technologie, et une crise de l'exercice libéral qui s'est notablement affaiblie depuis 20 ans. Peu de moyens ont été alloués à l'enseignement et à la recherche, peu de perspectives de carrière existent en ambulatoire, peu de moyens ont également été alloués à la permanence des soins ambulatoires, et nous y reviendrons. Et enfin, les contraintes administratives de l'exercice libéral sont nombreuses et sans cesse décriées par les acteurs. Les conséquences, nous les connaissons tous, avec une désertification médicale. Il y a aujourd'hui environ 6 millions de personnes qui vivent dans ce qu'il est convenu d'appeler un désert médical. Ce chiffre était de 600 000 en 2007. C'est lié à la notion de territoire, mais pas uniquement. Vous savez que Paris a perdu 25% de ses médecins généralistes en 10 ans. Cette évolution inquiétante pose aujourd'hui la question centrale de l'accès aux soins pour tous sur tout le territoire. Ces constats doivent appeler à des réponses, et nous structurons celles-ci autour de 3 grands axes. Le premier, c'est la gouvernance territoriale des soins primaires. Le deuxième sera la création de pôles médicaux de proximité. Et enfin, le troisième sera la nécessité de renforcer l'enseignement et la recherche en ambulatoire. La restructuration du premier recours passe par une réflexion sur la gouvernance locale des soins, celle du territoire.
Alors se pose la question de quel territoire ? Concernant les CHU et les hôpitaux, l'échelle de la région a semblé intéressante, mais celle-ci est un maillage trop vaste et inadapté à des structures de soins primaires qui prennent en compte les spécificités territoriales. Le territoire doit être une entité connue des acteurs, de taille suffisante pour mener des actions efficaces, mais pas excessive pour éviter les structures trop lourdes. Les bassins de vie ont été définis par l'INSEE comme étant le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services les plus courants. Ces bassins de vie nous ont en ce sens semblé intéressants. Ils sont 1666 en France, 1644 en métropole et 22 outre-mer. Cependant, parfois, les bassins de vie peuvent ne pas être suffisamment grands dans un système de santé qui a fait de la liberté de choix du professionnel de santé un point central, et l'unité géographique territoriale doit proposer un nombre suffisant de structures de premier recours pour permettre l'exercice de cette liberté. La gouvernance territoriale pourrait alors se situer à l'échelle de 1 à 4 bassins de vie selon la densité démographique des territoires et des bassins sanitaires. Lorsque nous avons travaillé sur ce point, nous avons estimé qu'il nécessiterait à peu près 550 structures de groupement territorial, avec environ 100 médecins généralistes par structure, ce qui permettrait de couvrir environ 120 000 habitants par structure de gouvernance territoriale. Cette gouvernance territoriale s'appliquerait aussi pour les autres spécialités médicales et paramédicales. Passons maintenant à la proposition de composition de cette gouvernance territoriale. Nous proposons qu'il y ait un bureau avec 3 collèges. Un premier qui sera un collège des représentants des professionnels de santé. Ces derniers bénéficient de la légitimité de l'élection. Ce seraient des professionnels élus dans les URPS, des personnes qui sont engagées et aguerries aux arcanes administratives et qui ont une connaissance du système. Nous proposons également un collège de professionnels non inscrits dans les structures syndicales qui souhaitent s'impliquer dans la gestion de l'offre de soins sur le territoire. Ces personnes pourraient représenter des associations médicales locales sans que cela ne constitue forcément une nécessité. Enfin, un troisième collège serait un collège institutionnel et citoyen qui comprendrait pour les institutions le conseil départemental de l'ordre des médecins et le département universitaire de médecine générale de l'UFR de médecine qui est rattaché au territoire, et pour les citoyens des représentants d'associations de patients, mais également des représentants d'associations d'usagers. La gouvernance territoriale aura à mener des missions. Ces missions seront à la hauteur des enjeux. La première sera de permettre pour tous un accès aux soins à tout moment. Pour cela, il est nécessaire de développer la permanence des soins ambulatoires. Vous le savez tous, aujourd'hui, les urgences sont engorgées par de nombreux motifs qui ne sont pas urgents. Il est important de repermettre aux urgences de prendre en charge les urgences. Et cet engorgement est lié à 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est une incitation tacite à consulter facilement aux urgences. Il n'y a aucune régulation à l'heure actuelle en France, il y a une absence d'avance de frais, il y a une visibilité importante des urgences dans le paysage. Le deuxième phénomène qui concourt à se rendre facilement aux urgences, c'est une absence d'alternative crédible et suffisamment visible. C'est pour ça qu'il nous semble absolument nécessaire dans les années à venir de développer une permanence des soins ambulatoires digne de ce nom, qui répondent aux attentes des Français et qui permettent de désengorger les urgences. La deuxième mission de la gouvernance territoriale sera d'évaluer les besoins et les spécificités locales. La diversité des territoires sera à considérer. La gouvernance territoriale aura également à coordonner les parcours de soins, en particulier dans le cadre des pathologies chroniques, à mettre en place des actions de prévention, je pense au dépistage des cancers, à la couverture vaccinale, et également de favoriser l'accès aux innovations technologiques pour les soignants. La validité de l'unité géographique pour garantir la couverture de la population nécessite que cette gouvernance territoriale contractualise avec la gouvernance régionale. Cette dernière devra assurer donc la validité de l'unité géographique, le suivi du cahier des charges, l'évaluation des actions menées et pourvoir à des moyens adéquats aux besoins évalués pour chaque territoire. Donc les moyens qui seront attribués permettront une autonomie budgétaire de la gouvernance territoriale sur certaines missions. Ils seront pour partie issus du fonds d'intervention régional, qui sont décentralisés à la gouvernance territoriale, et il faudra qu'il y ait un responsable financier dans chaque gouvernance territoriale. Le budget sera globalement scindé en 2 parties, une autour du fonctionnement de la gouvernance territoriale et l'autre autour d'un budget dédié aux missions prioritaires, ces missions prioritaires étant la recherche, l'enseignement, la permanence des soins et les actions de prévention et de dépistage. Le deuxième axe sur lequel l'Institut de santé a souhaité se focaliser, c'est le développement de pôles médicaux de proximité. Ces pôles médicaux de proximité seraient institués sous la responsabilité de la gouvernance territoriale.
Les pôles médicaux de proximité constitueraient une organisation infra-territoriale structurant l'offre de premier recours. Il s'agit ici d'une approche de service à la population, ce qui est différent d'une approche immobilière ou d'une approche bureaucratique. Les pôles médicaux de proximité devront connecter l'ensemble des intervenants pour assurer l'exécution des 3 valences, soit enseignement, recherche. La connexion de l'ensemble des acteurs sera extrêmement importante et je vous ai listé ici l'ensemble des acteurs du premier recours dont je vais vous épargner la lecture. Ces pôles médicaux de proximité seront également un cadre pour permettre de construire l'avenir en intégrant les nouveaux métiers. Je pense ici particulièrement aux infirmières de pratique avancée, mais aussi aux analystes de données en santé, les data managers. Ces pôles médicaux de proximité permettront de fluidifier la relation entre la ville et l'hôpital en étant un interlocuteur privilégié. Et ils doivent permettre à l'exercice libéral de se réinventer et aux professions médicales de repositionner leurs missions. Les missions justement de ce pôle médical de proximité sont clairement définies. Il y aura, comme je vous le disais, la présence des 3 valences, soit enseignement-recherche, avec un lien fort avec l'université, le département de médecine générale et les collèges de maîtres de stage universitaires, qui sont, je vous rappelle, aujourd'hui 9500 en France. Il y aura une mission de formation des étudiants en médecine et des internes de médecine générale. Il y aura une mission de formation également continue de professionnels déjà en place. Il y aura également la nécessité de participer à des projets de recherche. Les pôles médicaux de proximité auront également pour mission de participer à la permanence des soins en répondant à une offre de soins non programmée de premier recours. Ils proposeront donc des consultations sans rendez-vous la journée et participeront, seront un lieu privilégié pour la permanence des soins que j'évoquais tout à l'heure. Les pôles médicaux de proximité seront également impliqués dans l'éducation thérapeutique et la prévention et seront également un lieu permettant la coordination ville-hôpital et de parcours de soins des patients présentant une pathologie chronique. Ça me permet justement de faire le point sur les pathologies chroniques et les affections longue durée. Vous le savez, aujourd'hui, 2/3 de la dépense environ de l'assurance maladie obligatoire est liée aux affections longue durée et cela représente environ 80% de la croissance de la dépense totale. Il semble indispensable pour optimiser la prise en charge de tous ces patients tout en maîtrisant les coûts, de respecter les parcours de soins dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi l'Institut de santé propose qu'un contrat thérapeutique puisse être instauré entre le patient, le médecin coordinateur, qui sera la plupart du temps le médecin traitant, et l'assurance maladie en début d'affection longue durée. Ce contrat thérapeutique comprendra le plan personnalisé de soins, les informations sur la pathologie et un engagement de chacun des parties à respecter un cahier des charges qui permettra de mettre le patient en capacité d'être acteur de sa santé, comme c'était rappelé dans les propos liminaires. Cela reconnaîtra le rôle central du médecin généraliste dans cette coordination, qui sera rémunéré pour cela, et le patient sera pris en charge à 100% en contrepartie d'un engagement de sa part à respecter le parcours de soins. Les pôles médicaux de proximité ont également vocation à être évalués et labellisés. Ils le seront par les pouvoirs publics et l'ICES, dont je laisse la primeur au prochain présentateur de nous expliciter le sigle, et ils feront l'objet de réévaluations régulières. Les pôles médicaux de proximité seront, comme je vous le disais, sous la responsabilité de la gouvernance territoriale, mais la gestion opérationnelle des groupements sera laissée aux parties prenantes des groupements. L'affiliation aux pôles médicaux de proximité sera basée sur l'incitation. Ils joueront un rôle fédérateur, chaque professionnel sera libre de travailler au sein d'un pôle ou de rester indépendant, mais l'adhésion sera rendue incitative avec des moyens financiers, technologiques et humains permis par ce pôle. L'affiliation se fera sous la forme de la signature d'une convention et l'accès aux ressources permises par le pôle se fera en échange d'un engagement par les professionnels de santé à remplir les missions allouées par le pôle médical de proximité. L'adhésion au pôle médical de proximité devra être connue de la part des usagers du système de santé. Enfin, c'est le 3e axe de présentation de l'Institut de santé autour de la médecine ambulatoire, la nécessité de renforcer l'enseignement et la recherche en ville. Ça a été rappelé tout à l'heure, nous connaissons une transition épidémiologique qui impose un virage ambulatoire. Cependant, pour permettre ce virage ambulatoire, il faut qu'une identité professionnelle soit permise et qu'une projection dans le cadre de fonctions obligatoires soit possible pour les plus jeunes qui ont longtemps fui ces spécialités. Mais comment reprocher la fuite de ces spécialités alors qu'elles n'étaient même pas enseignées, même pas appréhendées pendant près de 50 ans ? Vous savez que le premier stage de médecine générale pour les internes de médecine générale qui avaient vocation à devenir généralistes, ça a été 1997.
le premier stage pour les externes, c'est-à-dire avant de passer le concours de l'ECN, alors que 40% d'entre eux vont devenir médecins généralistes, le premier stage en ville, ça a été en 2011, dans sa forme généralisée sur le territoire. Et il nous semble extrêmement important, à partir du moment où à peu près la moitié des acteurs vont devenir des acteurs du service ambulatoire, de favoriser le contact avec le milieu ambulatoire pour la construction de l'identité professionnelle. C'est pourquoi l'Institut de santé propose de doubler le nombre de stages et donc de passer de 3 mois à 6 mois en stage ambulatoire lors de l'externat. Pour cela, évidemment, il faut des moyens d'encadrement. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont assez faibles. Il existe, France entière, 47 professeurs des universités de médecine générale, ce qui est à mettre en regard avec les 4000 professeurs des universités et des autres disciplines. Et l'Institut de santé propose, en ce sens, de doubler à court terme le nombre d'enseignants de médecine générale. Cela est à mettre en regard avec les propositions qui ont été faites par le rapport Druet d'atteindre à moyen terme à peu près 500 équivalents temps plein. Cela permettra de réaliser avec succès la réforme du DES. Vous savez qu'aujourd'hui, les internes, les futurs généralistes, font en moyenne entre 1 et 2 stages lors de l'ensemble de l'internat en ville. Il faudra permettre rapidement, demain, à ce qu'ils puissent faire entre 2 et 3 stages, et après-demain, lorsque le DES pourra être à 4 ans, de faire 4 stages, c'est-à-dire 4 semestres sur 8, la moitié de leur stage, en ambulatoire. L'autre point que nous souhaitons appuyer, c'est l'implication des internes dans la permanence des soins. Aujourd'hui, les internes n'ont pas connaissance, ne sont pas impliqués. Il n'existe aucun cadre réglementaire leur permettant de s'impliquer dans la permanence des soins. Comment imaginer que demain, les professionnels s'impliquent dans la permanence des soins ambulatoires s'ils n'y sont pas formés aujourd'hui ? Il nous semble donc important de mettre en place un cadre réglementaire qui le permette et de rémunérer les gardes et la formation selon des principes simples. Une rémunération des gardes pour les internes en ville qui serait équivalente à celle des gardes à l'hôpital. Pour les médecins généralistes qui les encadreraient, un paiement à l'acte et au forfait qui serait négocié sur des tarifs comme c'est fait dans certaines permanences de soins aujourd'hui, et une rémunération pour la formation et la supervision des internes. Le mode de rémunération de la permanence des soins devrait là aussi être équivalente à ce qui pourrait se faire à l'hôpital dans le cadre des urgences, avec l'instauration d'un ticket modérateur, sauf des situations exceptionnelles sur lesquelles nous pourrons revenir. Enfin, nous tenons à souligner qu'il est important de sécuriser les lieux d'exercice de la permanence des soins, ce qui peut sinon constituer un frein à l'implantation des professionnels ambulatoires dans ces permanences de soins. Dans le même sens où nous essayons de donner une cohérence au statut entre l'hôpital et la ville, comme ça a été rappelé par le professeur Friedman tout à l'heure, le statut de professeur des universités de médecine générale comporte aujourd'hui 3 valences, le soin, la recherche et l'enseignement, et il nous faudra aussi réfléchir pour permettre à ce statut de passer à 2 valences. Pour ce qui concerne les soins ambulatoires, il nous semble important de ne pas déconnecter les 2 valences du soin, car elle est une valence absolument centrale, mais elles pourront être le soin et l'enseignement, ou le soin et la recherche. La valence d'enseignement sera à valoriser autant que celle de la recherche, qui est aujourd'hui un petit peu l'alpha et l'oméga de l'université. Les pôles médicaux de proximité seront en ce sens un lieu privilégié de formation, avec un lien fort avec l'université, qui pourra peut-être s'inspirer de ce qui a été rédigé dans le cadre des textes régissant les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Enfin, ce sera ma dernière diapositive, il nous faut renforcer la recherche en ambulatoire. La recherche, vous le savez, est un moteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins. Je vous présente ici le carré de White qui a été repris par Green dans le New England il y a quelques années et qui souligne la loi inverse d'opportunité. Vous voyez dans le carré rose clair l'ensemble des patients qui sont vus dans le cadre des soins primaires et dans le rouge foncé les patients vus en CHU, et c'est sur ce patient vu au CHU où se concentre la quasi-totalité de la recherche aujourd'hui en France, avec l'idée un peu folle que les résultats vont pouvoir être extrapolés pour l'ensemble des patients consultants en soins primaires, alors qu'on sait que les valeurs prédictives de ce qu'on va trouver dépendent fortement de la prévalence et que la prévalence n'est pas la même dans les CHU que dans les soins ambulatoires. Alors il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause la recherche qui est faite dans les CHU, elle est bien faite et la recherche fondamentale doit évidemment y rester. Et si des projets de recherche portent sur des pathologies hospitalières, le CHU doit évidemment piloter ces projets de recherche. Cependant, si les projets de recherche portent sur des pathologies prévalentes en soins primaires,
L'expérience a montré que le pilotage quasi exclusif de ces projets par le CHU conduisait à un échec. Il nous semble important de faire confiance aux acteurs des soins ambulatoires pour permettre de porter ces projets de recherche portant sur les soins primaires. Et pour ça, nous avons identifié 5 clés qui seront, nous l'espérons, le garant du succès du développement de la recherche en ambulatoire. La première clé, elle est évidente, on ne fait pas de recherche sans chercheurs, il faut des chercheurs en soins primaires et donc, comme je le disais tout à l'heure, augmenter le nombre d'enseignants et de chercheurs. La deuxième clé, on ne fait pas de recherche sans chercheurs, mais on n'en fait pas non plus sans financement. Et il faudra réfléchir à ce que les financements mairies puissent être alloués également aux pôles médicaux de proximité via la gouvernance territoriale. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont exclusivement réservés aux hôpitaux. Il faudra également réfléchir, dans le même cadre que ce qui a été développé pour le PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique, qui dans les années 90 a permis un essor formidable de la recherche hospitalière, à développer un véritable programme ambulatoire de recherche clinique qui fera l'objet d'une évaluation régulière. Le quatrième point sera de concevoir, grâce aux nouvelles technologies, un recueil de données cliniques en continu, issues des logiciels médicaux des professionnels, pour obtenir des données sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer pour faire de la recherche. Et enfin, le cinquième et dernier point qui me semble absolument fondamental, c'est de développer un réseau national de médecins généralistes investigateurs qui serait structuré et qui permettrait de répondre avec ambition à des projets de recherche nationaux et internationaux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.